Salut tout le monde, c'est Gigi, on se retrouve pour le RPG Week 2024 où on va explorer le numéro, plutôt numéro 25, excusez-moi, où on va explorer l'économie de temps. Alors ça, c'est un truc que j'ai déjà expliqué, donc je pourrais même l'utiliser comme élément de référence et le montrer aux gens si jamais il y a un truc. Donc c'est l'économie de temps. Quels sont vos trucs pour économiser du temps en jeu de rôle? En tant que meneur de jeu, comment faites-vous pour économiser du temps de préparation de partie? En tant que joueur, comment faites-vous pour économiser du temps de création de personnages? Je vais répondre à tout. Je vais répondre à tout. Alors, quels sont vos trucs pour économiser du temps en jeu de rôle? Alors, économiser du temps en jeu de rôle, c'est avoir une structure efficace. Je vous en ai parlé. Je ne veux pas rester à voir quelqu'un qui végète quand je demande de la prise de parole, je pointe des trucs du doigt. Déjà, premier truc, temps de prise de parole, que faites-vous? Sens des aiguilles d'une montre, sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, celui qui est le moins réactif, puis du moins réactif au plus réactif, puis du plus réactif au moins réactif. Et si il y a la personne qui n'était pas réactive au départ, elle continue de ne pas l'être, vous focalisez sur lui. Voilà, pour bien l'habituer à commencer à prendre du temps. Parce que si il n'est pas impliqué, on le saura. Si le problème c'est la préparation du temps, il faut qu'il se rôde à se préparer. Votre temps, c'est pas leur temps, inversement, mais un joueur qui vous fait perdre votre temps, c'est un joueur qui fait perdre le temps aux autres joueurs, et c'est aussi un joueur qui va éventer le rythme de votre partie. Voilà. Simple, basique. Ensuite, en tant que meneur de jeu, j'ai déjà expliqué comment je faisais pour préparer des parties. Alors, je suis quelqu'un qui est occupé. J'ai beaucoup de hobbies, j'ai beaucoup d'activités qui me demandent de l'investissement personnel. Qu'est-ce que je fais? Je me permets de laisser mon cerveau vagabonder pendant mes moments de pause. Quand je fais la vaisselle, quand je nettoie, quand je dois écrire certains trucs et puis en fait j'ai le vent et j'écris, et puis il y a un petit moment où en fait de relâchement où je dois penser à autre chose et non pas me jeter à corps perdu sur internet. On va essayer, j'essaie de lutter contre l'influence des écrans, tout ça. C'est fait. Mais le plus important, c'est que dans toutes ces errances qu'il y a dans la semaine, je m'accorde 20 minutes. 20 minutes dans lesquelles je vais écrire l'intitulé de la partie, le scénario, avec ma façon de faire des scénarios. C'est peut-être ça la prochaine vidéo que je vais faire sur JJDR. Je vais expliquer comment je prépare mes scénarios, je vais vous parler de mes méthodes. Je fais en sorte que le jeu de rôle n'occupe pas 20% de mon temps de cerveau dans la semaine. Voilà, c'est mon postulat de base. Si le jeu de rôle en général me prend 20% de mon temps de cerveau, j'arrête. J'arrête systématiquement. J'ai besoin de 20 minutes. Je vais quand même déjà commencer à prendre les devants. J'écris, j'ai un cahier, j'ai 2 pages. Il y a une page, elle correspond à l'intitulé, c'est-à-dire le nom du scénario. Quel est le postulat de base? Quel est le ratio temps, difficulté et éléments de présence et d'implication vis-à-vis soit du scénario, soit de la continuité de ce qui va se passer dans la campagne si on est en campagne. Ensuite, en dessous, il y aura certains éléments comme par exemple un petit descriptif, quels sont les personnages, qui ils sont, espèces, classes, position dans la société, position dans l'univers, quelques lignes, et c'est bon. La page de gauche, c'est la page du meneur de jeu. Ça explique quelles sont les créatures du bestiaire, quels sont les adversaires, quelle catégorie d'adversaires. Si vous êtes dans un jeu où en fait vous avez déjà des PNJ qui sont déjà faits, je sais par exemple que les jeux comme Donjons et Dragons, on te parle de certaines espèces comme ennemies dans le bestiaire, alors qu'il devrait y avoir une fiche bestiaire pour chaque espèce jouable. Si vous avez la chance, puisque True 20 par exemple là, tu sais qu'il y a un humain, l'humain par défaut, on le considère comme un guerrier, beaucoup d'espèces
dans le truc est considéré comme un guerrier. Tu switches. Tu peux switcher les classes, tu peux switcher les sauvegardes. Donc, les espèces, si vous les avez préparées, c'est bon. Si vous êtes dans un système où vous êtes dans un système maison où vous avez besoin de savoir de quelle est sa fonction, vous notez quelle est sa fonction. Si vous avez un doute, vous mettez vous mettez trois caractéristiques dans lesquelles ils sont forts, trois caractéristiques dans lesquelles ils sont faibles, et une caractéristique qui est dans la moyenne et qui ne bouge pas. Si votre jeu a 6 caractéristiques, vous faites tout simplement 4, 3, 2, 1, 0, et je pense que vous avez compris la suite. Ça permet d'équilibrer. Les sauvegardes, c'est pareil. Sauf que les sauvegardes, comme il peut y avoir un énorme fossé entre les sauvegardes, c'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes sur un personnage important, vous mettez une sauvegarde à 4, une sauvegarde à 2, une sauvegarde à 1. Et voilà. Simple, basique. Si vous avez des créatures du bestiaire, c'est simple. Vous dites telle créature du bestiaire. Vous avez un outil capture, vous capturez la fiche. Vous utilisez comme moi par exemple pour Pathfinder 1 ou 2, vous allez chercher les archives de Netis, vous allez sur le wiki français pour trouver des créatures, vous les trouvez, vous mettez le favori, vous glissez le truc. Si vous avez comme moi par exemple dans vos favoris sur un navigateur, vous le mettez dans la partie où vous mettez vos trucs de jeu de rôle, session du jour, vous allez directement dessus, vous avez les créatures toutes faites. Les énigmes, vous les écrivez aussi, les événements aussi, et surtout quand vous faites une énigme, vous devez trouver des alternatives à l'énigme. C'est un truc que les gens commencent à comprendre grâce à l'évolution des open world dans les jeux vidéo, mais quand vous faites des énigmes, des fois, on a tendance à vouloir qu'ils réussissent l'énigme comme une étape à franchir. Faut pas se laisser avoir par ça. En vrai, toujours considérer cette règle dans le JDR. Il y a toujours plus de 2 solutions à un problème au minimum. Voilà. Alors, si vous êtes comme moi et vous considérez que l'individu providentiel, l'objet providentiel, le peuple providentiel, en gros l'élément providentiel n'existe pas, vous êtes beaucoup plus adroit pour pouvoir gérer les choses. Mais si vous avez un objet, un MacGuffin, un objet qui va finir par vous servir, un fusil de Chekhov aussi, si vous avez besoin de votre élément qui va être très très important, ben peut-être qu'il faudrait pas le mettre dans ce genre d'énigme pour pouvoir l'avoir. Il faut peut-être essayer d'être un peu plus souple là-dessus. Et vous avez les notes, et puis surtout, ça arrive aussi qu'il y a des éléments, on va pas dire qui sont scriptés dans le but où ils s'exécutent à 100%, mais qu'il y a aussi, par exemple, des événements qui risquent d'arriver, et que vous présentez l'événement, et que les joueurs peuvent interagir avec. Exemple de scénario, il y a une fois, j'avais écrit un scénario, exactement la même méthode. Il y a un personnage, il était censé mourir à ce moment-là. Les joueurs ont insisté en se disant, est-ce que je peux pas empêcher le gars de mourir s'il est en train de se faire viser? Ils sont intervenus, je leur ai dit, vous pouvez. Mais vu que l'autre personne est arrivée d'on ne sait où et que vous le voyez, le temps qu'il sort l'arme, tout ça, vous êtes peut-être habitué, mais vous voyez qu'il a un temps de réaction rapide. Il est habitué à ça. Les chances étaient faibles. Ils ont changé les circonstances. Fixer des objectifs, c'est bien. Et fixer aussi des moments où les événements que vous avez établis changent pour le meilleur et pour le pire, pourrait aussi vous donner des perspectives. Si vous avez un système de points d'expérience, de combien de points d'expérience vous avez donné, pour qu'il puisse évoluer. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on pourrait dire sur cette facette-là. Ensuite, en tant que joueur, comment vous faites pour économiser le temps de préparation de création de personnage? Alors, là, on est sur un sujet un peu plus délicat. Quand il s'agit d'être meneur de jeu, ça veut dire que tu es tout le temps le nez en face du jeu de rôle que tu as l'intention de jouer. Quand tu es joueur, si tu es dans ce modèle où il y a des jeux populaires ou des interprétations de jeux populaires, et que toi t'es joueur et que tu as le nez dedans, c'est très bien.
Mais ça, c'est une perspective qui a du mal à s'établir. Voilà. On pourrait dire oui, mais regarde Donjons et Dragons. Non, parce que même Donjons et Dragons, il pourrait y avoir le problème de quelle version de Donjons et Dragons. Par exemple, regardons Donjons et Dragons 5e édition. Quel savoir empirique que tu penses savoir de Donjons et Dragons? Quel est le savoir empirique que tu es censé avoir? Celui de 2014? Celui de Donjons et Dragons 5e, 5.5, peut-être 6, amalgame 2024-2025 Turbo? Vous voyez, c'est compliqué. Les jeux qui ont un certain suivi ou qui ont plusieurs versions, on pourrait se dire, ouais, mais j'ai le nez dedans, mais il y a des choses qui vont fonctionner d'un système à un autre. Donc, quand vous êtes joueur, vous devez partir du postulat de base que vous n'êtes pas tout le temps en contact avec le jeu. Vous voulez gagner du temps de préparation? C'est simple. Consultez le meneur de jeu déjà, pour dire ce que tu veux, ce que tu souhaites, ce qu'il y a d'interdit, ce qu'il n'y a pas d'interdit. Si vous avez des classes qui sont affectées par des environnements du genre le ranger, oui, il a un environnement favori, lequel qu'il faudrait choisir, lequel qu'il ne faudrait pas choisir. Après, comme j'ai l'habitude de le dire, je considère qu'un personnage se doit d'avoir une thématique qui est explorable, de préférence. Que la thématique est dissociable de la classe ou de l'espèce. Elle peut avoir un lien avec l'espèce, mais elle est dissociable de la classe. Parce que la classe peut mener à certaines réflexions, mais il y a des éléments que tu peux voir qui sont plus adéquats avec la classe, avec une classe en particulier, et avoir des thématiques qui sont différentes. Par exemple, imaginons que c'est quelqu'un qui cherche à apporter une certaine forme d'apaisement spirituel. On pourrait se dire, ouais, dans ce cas, fait un prêtre. Sauf que le moine aussi peut le faire par le dialogue. Donc, qui est le plus indiqué en sachant que tu préfères faire une bonne combinaison? Construire un personnage, déjà, c'est ne pas commencer à sortir son stylo pour pouvoir écrire 10 pages. Quand vous écrivez tout ça de pages, posez-vous la question, multipliez-le par le nombre de personnes qui va le lire, et imaginez-vous que vous devez lire ça en multipliant par le nombre d'autres personnes. Parce que c'est très facile pour des gens de dire j'ai lu ça, et puis en fait ne pas lire celui des autres. Voilà. Et ça c'est un truc que je vais réinsister là-dessus. Vous voulez gagner du temps dans la création de personnage, consultez le meneur de jeu. Parce que il y a des fois, on peut trouver des joueurs qui disent oui, mais en fait, j'avais envie de raconter telle histoire, et puis après, en fait, il se dit, tu sais que ce que tu montes là, ça n'existe pas dans le setting, hein. Ah ouais, mais comment j'aurais pu le savoir? T'aurais pu demander. Fin de l'histoire. T'es niqué. T'as perdu du temps. Tu veux gagner du temps? Demande au meneur de jeu ce qui va se passer. Quel type de campagne? Par exemple, quel type de personnage souhaiter aussi, puisqu'on parle très souvent de la fantaisie. Éloignons-nous de la fantaisie féodale un moment. Par exemple, imaginons que vous faites de la fantaisie futuriste, ou voire même du space opéra. Il vous faut un pilote, il vous faut un scientifique, il vous faut une personne qui tient le moral des troupes, peut-être même quelqu'un qui tient un journal, qui puisse gérer tous les éléments internes à la vie du vaisseau. Comment vous répartissez ces rôles-là? Le mieux, c'est de savoir exactement qui prend quoi. L'avantage, c'est que si par exemple vous êtes en train de lire ça, ou plutôt vous êtes en train d'écouter ça, vous vous dites, est-ce que c'est tout le monde qui aurait eu cette réflexion? Pas nécessairement. Et l'avantage que vous aurez, c'est que comme vous y avez pensé, vous pouvez choisir en premier ce qui vous intéresse le plus. Vous avez 10 prompts, ça passe. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et c'est comme ça qu'on arrive en fait à avoir un temps efficace. C'est plus facile pour un meneur de jeu de gérer son temps parce qu'il a le nez sur ce qu'il a envie de jouer. Un meneur de jeu qui dit je veux jouer au jeu de rôle, mais qui ne passe pas du temps devant son livre, ou qui ne commence pas à aller chercher des choses, prendre de l'inspiration dans certaines règles, de dire, je vais par exemple, je vois ce monstre-là,
je l'ai pas trop vu, je veux l'utiliser et je veux en faire le Monster of the Week. C'est-à-dire que vous voulez que ce PNJ, cette créature, ce donjon, cet endroit, soit la plaque tournante du scénario. Vous pouvez faire comme ça. Parce que quand je dis qu'il faut des idées pour des scénarios ou des choses comme ça, il y a aussi le fait que, en tant que meneur de jeu, les joueurs agissent dans des scénarios et, enfin, les joueurs agissent dans des scénarios et mènent à des situations qui mènent à des arcs narratifs ou des arcs narratifs qui les entourent. Et tout ce que vous avez à faire, c'est rebondir sur ce qu'ils ont déjà fait. Voilà. Il y a moyen de gagner du temps. C'est même devenu dans l'ADN de ma façon de préparer. Je peux préparer des jeux de rôle pour des one-shots. Je peux préparer des scénarios pour des one-shots. Et ça va me demander un peu plus de travail si je veux y mettre du soin. Mais ça, c'est à la fois le strict minimum et en même temps, c'est le plus que je pourrais en faire fait que je ne vais pas faire le double de ce que je fais déjà à la base. Voilà. Et puis surtout, quand tu fais un one-shot, et si t'es comme moi, tu prépares un one-shot, genre des mois, voire des années à l'avance, je me dis, j'ai envie à un moment qu'on joue ça, ou que je trouve une bonne table pour jouer ça. C'est une méthode qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Ben, c'est tout pour la préparation. Si je dois donner une conclusion, c'est... y a des personnes qui ne préparent pas. Et à force de ne pas préparer, ils ont amené en fait une espèce de philosophie chez les joueurs débutants de ne pas préparer. Tu peux préparer et être très très efficace dans ta préparation minimale. C'est tout un aboutissement, ce que je vous ai raconté là. Après, quand je vais faire le JJD où je vais parler de ma méthode de bricoler les éléments, les scénarios, etc., etc., vous allez voir que ça prendra plus de temps pour moi à vous le raconter que vous à l'exécuter. Voilà. Mais ne vous laissez pas avoir. Quelqu'un qui ne prépare pas, moi j'aurais toujours tendance à m'en méfier. Soit on va se trouver dans des impasses parce que la personne a du mal en fait, il y a quelque chose qu'il n'a pas eu à encadrer. Soit le gars, il joue le marionnettiste dans les coulisses et en fait, même pas le marionnettiste, mais c'est le train fantôme. Ou pire encore, il vous prend pour des intermittents du spectacle. Les deux derniers cas, je suis prêt à admettre que ce n'est pas la majorité. Parce que beaucoup de personnes décident de ne pas préparer. Mais il y a une différence entre ne pas faire de préparation et ne pas être prêt. Être prêt, c'est quelqu'un qui a eu le nez dans son livre, qui a mémorisé les règles, en tout cas au maximum des règles les plus importantes, d'être capable de faire preuve de flexibilité quand il y en a besoin, de pouvoir explorer ce qu'il y avait à explorer lors d'une campagne ou lors d'une partie, que tout ce qui a été dit dans la session 0 pour définir ce qu'on veut voir et ce qu'on ne veut pas voir soit présent, et surtout de faire en sorte qu'il y ait un bon équilibre dans la table vis-à-vis des différents éléments que vous allez gérer. Et surtout, vous pouvez avoir 4 heures de temps au moment où vous faites la partie et vous pouvez préparer d'une certaine façon vos scénarios. Le truc avec le scénario, c'est pas d'écrire, comme vous voyez dans les livres de jeux de rôle, 8 à 16 pages, voire même plus, pour un scénario et puis de vous dire « Ouais, du coup, j'ai fait mon job ». À une époque, on nous disait 80% de ce qu'on écrit finit à la poubelle. Ce qui veut dire, si je me base sur l'évolution de ma technique, que ça fait des décennies que c'est comme ça, que des gens pensent qu'ils perdent du temps à écrire un scénario, d'autres se contentent de la forme du scénario, et je trouve ça très très bien, mais n'ont rien fait pour changer ça. C'est quelque chose de très symptomatique dans le jeu de rôle.
Dans le jeu de rôle, il y a des gens qui ont pointé des problèmes. Ils continuent de les pointer. Ce n'est pas réglé. Les gens n'ont pas l'intention de les régler. Ou il y a des éléments où on sait pourquoi c'était comme ça et pas autrement, mais qui continuent de persister. Comme par exemple la présence des armes à feu dans les œuvres de fantasy. On sait que c'était des stigmates d'anciennes guerres à cause des Américains pendant la période Vietnam, tout ça. Il y a eu une période peace and love et des gens ont grandi dans cet esprit peace and love. Et c'est pour ça qu'ils voulaient pas entendre le bruit des balles. Ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre, qu'on pouvait entendre hier. Mais avec le recul et la lucidité, on peut l'entendre aujourd'hui. Après, est-ce que des gens peuvent interdire des armes à feu sous prétexte que, par exemple, dans l'ère moderne, il se passe beaucoup de conflits avec des armes à feu de nos jours? Je dirais oui, mais est-ce que ça ne serait pas un peu hypocrite? Dans la mesure où le problème de la violence dans le monde actuel dans lequel on vit, surtout dans le monde occidental, n'est pas sous quelle forme la violence apparaît, mais son invisibilisation par les médias. C'est la seule posture politique de la vidéo et que vous aurez avant un bon moment. Il y a une raison pour laquelle l'adversité sous forme de violence attire les gens, et il y a des jeux de rôle qui vous permettent de vous dépêtrer de ces choses-là, ou de ne pas les prendre en considération. Si vous tournez vers ces jeux de rôle-là, personne ne va vous le reprocher. C'est ce que j'aurais dit il y a quelques mois. Parce que je vais quand même rappeler un truc. Il y a des gens qui voulaient mettre un truc qui s'appelle la fiche des sensibilités, dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et il y a des gens qui ont été capables d'instrumentaliser ça pour se foutre de la gueule des gens. Pour moi, ces gens-là, ils sont ban instantanément à ma table. Voilà. Il y a à boire et à manger dans le jeu de rôle. Je crois fermement en la lucidité des individus que vous êtes de faire la part des choses, parce que ce qui menait à ce que les gens ne fassent pas la part des choses et que certaines personnes sont des emmerdeurs, c'est parce qu'ils entendent des arguments hypocrites et de faux cul depuis des générations, et ça avait une autre nom, une autre forme et un autre sujet des siècles avant. Voilà, si vous voyez pas de quoi je parle, regardez les vidéos de ces 3 derniers mois. Déjà, vous aurez beaucoup de contenu, ça va me faire plaisir. Et en plus de ça, vous aurez une vue globale de ce que je vous raconte en ce moment. Voilà, je vous dis à tous, passez une excellente journée, bonne soirée, bon appétit. Voilà, peu importe à laquelle, peu importe le temps à laquelle vous regardez ces vidéos. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir incessamment sous peu. Je sais pas à quel rythme je vais sortir les épisodes, puisque j'ai eu du retard. Est-ce que je vais les sortir un après l'autre, ou est-ce que je vais les sortir à un moment donné, à chaque fois je vais en poster un. Ça reste à voir. Vous aurez plus d'informations que moi à ce sujet. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.